Bonjour tout le monde et bienvenue à notre cours de marketing international. Chapitre numéro 1. Lors de ce premier chapitre, nous étudierons un peu les grands concepts qui alimentent la pensée, soit positive ou négative, pour du marketing international, de la globalisation. Alors, pour commencer notre chapitre, je me permets de partager mon écran et de vous amener vers notre première série de PowerPoint que vous avez déjà reçus et qui sont un petit peu modifiés pour ce premier cours pour les rendre un peu plus dynamiques. Donc, dans ce premier chapitre, vous verrez que je vais vous présenter essentiellement 6 sections différentes. Nous entamerons le cours en vous présentant certains des grands concepts du processus de la mondialisation. Nous continuerons avec les limites gouvernementales. Donc, on verra comment les gouvernements encouragent évidemment les échanges internationaux, mais en même temps tendent à mettre un peu les bâtons dans les roues des entreprises. On verra pour quelles raisons ils le font. Nous continuerons par cette troisième section en étudiant justement les concepts de l'exportation. Donc, plus particulièrement, quel est l'intérêt non seulement des pays, mais des entreprises, de voir à l'exportation, de voir à être encouragés vers les exportations. Et nous, évidemment, nous étudierons comment les pays émergents sont une source de nouvelles clientèles, mais aussi une source d'innovation. Alors, de les garder à l'œil parce que tout d'un coup, ils sont devenus des compétiteurs assez féroces. Bien entendu, une discussion de la globalisation engendre bien entendu des questions d'éthique. Et donc, nous verrons que dans plusieurs circonstances, on est appelé à se poser la question, même si je peux l'accomplir, devrais-je l'accomplir? Donc, on se posera ces genres de questions. Évidemment, on s'attardera rapidement au plan de cours qui, de toute façon, vous aura déjà été ou vous sera plutôt présenté de façon asynchrone et que vous avez déjà d'ailleurs de toute façon sur Moodle, mais on regardera un peu les évaluations. Et finalement, et de façon très importante, nous regarderons le projet de session qui occupera quand même beaucoup de nos discours et qui se veut vraiment un reflet de la matière que nous étudierons tout au long de la session. Donc, entamons tout de suite le processus de la mondialisation pour découvrir que nous avons à la fois des forces qui nous tirent vers la mondialisation, vers la globalisation, l'internationalisation, donc plusieurs mots qui, dans certains cas, veulent dire sensiblement la même chose, du moins pour les besoins de notre cours, et d'un autre côté qui nous amène à nous questionner si c'est peut-être la bonne approche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans un groupe eh bien, des consommateurs qui sont tout à fait prêts, évidemment, à baigner dans ce monde de globalisation pour avoir accès à une panoplie de produits, de services rapidement, instantanément, et qui ne voient pas en soi un problème au niveau de leur culture et au niveau de leur économie. Dans la même veine, évidemment, les milieux politiques, aussi économiques, tendent à vouloir encourager les exportations, veulent attirer évidemment des investissements d'entreprises dans le pays. Et on peut voir d'ailleurs que notre premier ministre Trudeau, de façon un peu loufoque ici, s'amuse lors d'une conférence où justement on essaie justement de faire part aux entreprises étrangères que le Canada est un endroit propice à l'investissement, mais en même temps, on se veut aussi, ces politiciens se veulent des ambassadeurs de marque pour signaler aux pays d'exportation, aux pays hôtes, le pays dans lequel nos produits seraient reçus, que les produits canadiens sont intéressants, sont fiables et qu'on devrait leur permettre une certaine ouverture dans ces pays. De l'autre côté, évidemment, ce qui est un peu particulier, c'est que vous verrez que parmi les gens qui sont
qui s'opposent un peu à cette mondialisation, on retrouve des gens qui, normalement, disons, se regrouperaient pas nécessairement. Donc, on voit évidemment les milieux nationalistes. Donc, dans ces milieux nationalistes, on reconnaît des politiciens comme nos amis dans le Sud, ou du moins le président Trump, entre autres. Donc, ce n'est pas le seul, bien entendu. Et ce n'est pas le seul président américain non plus qui croit que finalement, les importations, donc donner accès au marché à des pays étrangers, à des entreprises étrangères, ne fait que miner l'économie locale et dérober ou voler des entreprises des Américains. Dans la même veine, vous avez des entités environnementalistes qui se disent que finalement, cette propagation des entreprises multinationales avec tout le pouvoir qui s'ensuit ne fait que miner l'autorité des pays à contrôler leur propre destin, parfois, par exemple, au niveau écologique. Et on pourrait se donner une longue liste, finalement, de drames écologiques qui n'auraient peut-être pas survenu, qui ne seraient pas survenus si ce n'avait été justement de la permissibilité de ces pays à encourager justement la globalisation. Donc, évidemment, vous avez aussi des gens qui ne sont pas nécessairement des environnementalistes, mais croient que cette globalisation débridée vient miner les normes sociales de plusieurs pays, que finalement, on ne fait qu'exploiter les gens et on a beaucoup d'exemples de ça. Nike s'est fait prendre à à fabriquer des produits, des souliers dans les pays en Amérique centrale. Et on se questionne un peu sur justement l'éthique d'engager des jeunes justement dans la fabrique de ces produits. On voit des cas similaires en Inde aussi. Donc, c'est à se questionner si ce que nous allons étudier est nécessairement parfaitement positif ou s'il faut quand même se remettre en question certains de ces concepts. Bien entendu, dans le contexte actuel, on ne peut négliger la problématique que la pandémie de la COVID a engendrée, justement pour les entreprises, pour les politiciens, pour les consommateurs, qui, eux, se voient comme des consommateurs globaux plutôt. On a tous été confrontés à des ruptures de stock sur les étagères de supermarchés. On se demande finalement si d'avoir éloigné la production de produits que nous consommons ici au Québec en faveur de prix plus bas, si finalement c'est une approche qui est viable à long terme dans le contexte actuel, particulièrement où les frontières sont fermées, la circulation est restreinte entre les pays et c'est très complexe évidemment de commercialiser des produits aussi au Québec lorsque les composantes sont fabriquées à l'étranger. Donc, vous avez sur ce PowerPoint une série d'articles qui portent justement sur le sujet. Si vous cliquez sur l'image, vous pourrez vous informer justement sur certains de ces différents concepts. En parlant du processus de mondialisation, bien évidemment, il faut comprendre que cette mondialisation, cette libéralisation, ça veut dire quoi? Bien, on se libère un peu parfois du poids des barrières que l'on a imposées entre les pays pour augmenter le flux de marchandises entre les peuples, dans cette veine, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'un exemple justement de cette mondialisation ou de cette ouverture d'esprit, c'est le rehaussement de standards de vie, par exemple, depuis la formation de l'Union européenne. On voit que ce standard de vie augmente parce que les normes sont étalées, sont reconnues dans plusieurs pays. C'est-à-dire que plusieurs pays suivent les mêmes normes. Donc, ce qui est une norme,
c'est quoi une norme? C'est ce qui est normal, c'est le normatif. Donc, on s'entend sur les règles de jeu. Et à partir de ça, surtout si ces règles de jeu, disons, sont un peu plus rigides, ben, ça tend évidemment à donner plus d'opportunités à un plus grand nombre de gens. Par contre, même si il y a ce rehaussement de standard de vie et un rehaussement de la richesse. Et on voit d'ailleurs que, évidemment, les pays de l'Est veulent être inclus dans cette Union européenne. On ne peut éviter certains, justement, des déboires et des côtés négatifs et néfastes, justement, de cette libéralisation. Donc, bien entendu, cette libéralisation pour l'Union européenne, elle amène évidemment des problèmes pour les pays qui ne tentent pas à se ranger dans la façon de penser ou dans l'approche des grands pays dans l'Union européenne. Un exemple concret, évidemment, c'est la crise qui anime la Grèce, entre autres. Ce n'est pas le seul pays, bien entendu, qui contraint à rembourser une gigantesque dette à l'Union européenne, des pays comme l'Allemagne, se voit imposer des mesures d'austérité en contrepartie de continuer à être inclus dans l'Union européenne. Ces mesures d'austérité, bien entendu, amènent un grand nombre de citoyens à souffrir justement de cette inclusion un peu dans l'Union européenne. Donc, on peut même peut-être dire qu'il y a une génération entière, sinon deux générations, qui sont sacrifiés pour le potentiel éventuel que pourrait amener justement cette libéralisation du commerce. On connaît tous évidemment les photos d'une grande tristesse de gens qui meurent sur les plages de l'Italie, entre autres, pas évidemment pas le seul pays, des gens qui cherchent un avenir meilleur, un avenir que l'on promet dans les médias, que l'on soutient justement avec toute la promotion pour l'inclusion dans l'Union européenne. Et on laisse miroiter évidemment le potentiel, mais pas nécessairement l'inclusion. Donc, il y a à se questionner ici s'il y a peut-être une certaine hypocrisie ou encore on n'est pas encore rendu justement à avoir atteint toute la promesse justement de cette libéralisation. Plus près de chez nous, évidemment, ben, nous avons des accords multilatéraux, donc entre plusieurs pays, qui cherchent aussi cette libéralisation du commerce. Qu'est-ce qu'on entend par libéralisation? Ben, c'est que vous pouvez, si vous êtes Canadien, traverser la frontière canado-américaine, bien entendu pas tout de suite, mais éventuellement, et vous pouvez bien entendu, y acheter certains produits et les ramener au Canada sans être imposé des frais de douane ou encore que ces frais de douane sont vraiment minimes comparativement à ce qu'ils étaient auparavant. Inversement, les Américains peuvent venir au Canada et en faire autant. Donc, évidemment, ça augmente les échanges, ça augmente évidemment la compétitivité, mais bien entendu, pour des entreprises canadiennes qui cherchent évidemment, par exemple, à exporter leurs produits aux États-Unis, ben, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus facile d'ouvrir des marchés, de trouver des opportunités, de servir des clients, n'ayant que peu de barrières ou pas de barrières. Donc, on étudiera le concept de barrières tarifaires et non tarifaires dans un instant. Donc, l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain, qui a perduré quand même pendant un quart de siècle, a donné maintenant naissance à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, qui se veut essentiellement quelque chose de quand même relativement similaire, mais qu'on a même quand même modernisé pour entre autres reconnaître évidemment la forte pondération des services, donc pas juste la fabrication de produits, mais des services évidemment dans l'économie, et aussi évidemment des questions comme la propriété intellectuelle, entre autres. On vient tout juste de signer l'accord et déjà, au mois de août 2020, notre ami Donald Trump se questionne si le homard canadien est vendu aux États-Unis de façon trop avantageuse et que ça vient finalement miner l'économie des pays producteurs ou qui récoltent ou qui pêchent plutôt le homard, donc par exemple les États du Maine. Donc on vient toujours de signer et déjà il y a des désaccords.
Donc, même si on est tous amis avec cet accord, on verra que les pays cherchent, malgré ces genres d'accords multilatéraux, quand même de se trouver des avantages, des dérogations à ces ententes. Donc, aux marketeurs, aux gestionnaires marketing avertis de bien prendre en compte cet accord, mais d'être aussi aux aguets parce qu'évidemment, lorsqu'on dérange trop en exportant nos produits, ben, ça tend à avoir une rétroaction qui, parfois, un effet de boomerang qui est peut-être un peu moins souhaité. Donc, d'où l'importance de toujours suivre ça dans les médias. En parlant de processus de mondialisation, bien entendu, on ne peut pas éviter de parler de la Chine. Donc, on parlera de la Chine plutôt durant toute notre session. Un aspect qui est intéressant, évidemment, de la Chine, au-delà de leur capacité de fabrication, c'est évidemment la place que la Chine occupe dans les pays étrangers, une place qu'occupaient plus souvent qu'autrement les pays occidentaux, dont les États-Unis, un continent, l'Afrique, voient la Chine des bailleurs de fonds qui sont en mesure d'acheter évidemment les ressources premières et de les aider à développer leur infrastructure. Et de plus en plus, la Chine s'intègre et creuse des racines profondes sur ce continent. Et ce qui est important, évidemment, pour les gestionnaires marketing canadiens, parce que lorsque vous allez arriver pour exporter vos produits en Afrique, ce que vous allez découvrir, c'est non seulement des compétiteurs chinois aguerris. Aguerris, pourquoi? Parce qu'ils connaissent le marché local, l'économie locale, les politiciens, mais aussi la culture. Mais vous allez peut-être vous heurter aussi à une clientèle qui apprécie justement le rapport avec les commerçants chinois. Donc, ça ne fera que de vous que vous allez devoir rehausser, évidemment, bien entendu, votre jeu d'un cran. Donc, l'importance de connaître que la Chine, évidemment, étend ses tentacules, tout comme tous les autres pays auparavant. Un grand thème, évidemment, par les temps qui courent, évidemment, c'est, et on vient tout juste de finir de discuter à quel point l'Union européenne a été bénéfique pour les pays qui sont membres. Comme vous le savez, la Grande-Bretagne, l'Angleterre a décidé de se retirer de l'Union européenne. On verra durant les cours qui suivent que même si l'Angleterre ne partageait pas la même devise, donc l'euro, elle faisait partie de l'Union européenne. Et tout soudainement, elle s'est retirée et nous discuterons justement des raisons qui ont animé le peuple anglais, justement de se retirer de cet accord fondamental auquel il participe depuis près de 70 ans. Mais on verra quel est l'impact, une fois de plus, pour les gestionnaires en marketing. Alors, si vous étiez un gestionnaire british et que vous vendiez dans un pays comme la Pologne ou comme la Bretagne, bien, évidemment, les barrières tarifaires étaient beaucoup moindres ou non existantes. Donc, c'était beaucoup plus facile pour vous de vendre vos produits. Et c'est le cas aussi si vous êtes une entreprise canadienne avec une filiale anglaise et que vous exportez dans les autres pays européens. Tout d'un coup, vous n'avez plus cet accord n'existe plus. Donc, il est fort à croire que certaines de ces barrières vont réapparaître, qui ne feront qu'augmenter le prix de vos produits potentiellement pour vos consommateurs à l'étranger. Donc, évidemment, on voit qu'on trace un lien tout d'un coup avec des grands concepts comme séparation d'un État, d'une union économique et la détermination du prix de votre produit, parce que fondamentalement, ces genres d'accords ou de désaccords ont un impact justement sur non seulement le prix auquel vous allez devoir vendre votre produit, parce que vous allez devoir tenir compte justement des obstacles que ces pays maintenant se mettent entre eux, mais que dans certains cas, votre produit ne peut plus être le même et que vos autres éléments du mix marketing aussi peuvent nécessairement souffrir. Donc, on tracera toujours un lien à cette session entre les grands concepts qui sont importants à connaître et ultimement les décisions stratégiques et tactiques que vous devrez prendre comme un gestionnaire marketing.
Donc, comme l'auteur en discute justement, les auteurs plutôt dans leur livre de référence, on étudie ici dans le premier chapitre, entre autres, trois concepts intéressants que nous allons déballer, évidemment, durant la session, en particulier les éléments de la culture qui ont un énorme impact dans la commercialisation de produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste en ce moment à deux concepts qui sont un peu contre-intuitifs, dans le sens où on a en même temps une convergence et une divergence de la part des consommateurs dans notre marché et des politiciens, évidemment aussi. Donc, dans un sens, on a une convergence des besoins des consommateurs qui expriment beaucoup une volonté de se, de se ils se voient comme des consommateurs mondiaux. Ce sont des gens qui s'imprègnent justement de cette culture globale et donc veulent projeter une image et un concept d'eux-mêmes de consommateurs globaux. Et dans cette veine, bien évidemment, comme tout acteur qui veut projeter une image, bien, ils doivent se revêtir, évidemment, des vêtements ou des produits qui vont les aider à projeter cette image. Et donc, vous avez l'exemple, évidemment, des souliers Nike qui font un très bon travail justement, de se positionner comme une marque globale pour des consommateurs qui se veulent globaux. En même temps, vous avez une certaine résistance, justement, une résistance à cette vision globale, parce que les consommateurs insistent quand même que l'on respecte leurs croyances, que ces croyances soient religieuses ou autres. Un exemple, c'est évidemment l'Inde, où on ne mange pas de bœuf. Et donc, les entreprises, évidemment, qui veulent commercialiser leurs produits, se voient contraints de devoir adapter une partie du mix marketing. L'exemple que vous voyez devant vous, évidemment, c'est le Maharaja Burger de McDonald's. Donc, on verra à quel point McDonald's est capable de standardiser une bonne partie de leur production, de leur concept, si vous voulez, mais se voit contraint à adapter une partie pour survivre, évidemment, et pour accroître, évidemment, leur vente dans les pays qui s'exploitent. Donc, on voit donc un autre exemple devant vous, à quel point cette demande elle est convergente. Une étude de Dupont qui remonte dans peut-être une douzaine d'années vous montre que des pays comme le Brésil, donc vous l'avez ici à gauche, la Chine au centre et l'Europe, finalement que les consommateurs veulent généralement la même couleur de voiture. Alors, on voit argent, noir et gris au Brésil, gris, noir, argent, noir et gris en Chine, noir, argent et gris en Europe. On voit qu'en Inde, le blanc, l'argent sont les deux couleurs principales, pendant que le rouge ici, de façon un peu excentrique, se trouve en troisième place, même si au Japon et au Mexique, on retrouve sensiblement les mêmes couleurs. Donc, on voit dans ces exemples qu'à partir du moment où il y a une demande homogène pour les produits, une entreprise peut se permettre d'exporter des produits qui se veulent plus standardisés, c'est-à-dire que c'est sensiblement le même produit partout. Ce qui, évidemment, est particulièrement intéressant pour les entreprises qui, à travers cette standardisation, plutôt que de vendre 10 modèles de produits différents, mais en vendent 3, bien, évidemment, ils sont capables de réduire leurs coûts par ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et donc, on étudiera justement ce concept bientôt. En marketing, évidemment, on voit le reflet justement de cette demande homogène en retrouvant dans plusieurs pays, comme vous le voyez ici, la marque Dove qui se retrouve au Mexique, qui se retrouve en Inde et qui se retrouve au Brésil. Mais pendant ce temps-là, vous retrouverez peut-être juste le produit Lipton ici dans un pays. Donc, on verra que même s'il y a de plus en plus de marques à travers la planète, que dans la réalité, peu de ces marques se veulent des marques globales.
et c'est très souvent voulu. Et on verra pourquoi un peu durant ce chapitre et un peu lorsqu'on discutera de produits. On touche un petit peu à l'agriculture, bien entendu. L'agriculture, pour les pays, est ici devient presque idéologique. Donc, évidemment, lorsqu'on parle d'agriculture, on parle de nourrir son peuple. Donc, il y a ici une mesure de protection presque viscérale. Évidemment, les agriculteurs ont, dans beaucoup de pays, énormément de pouvoir, donc d'influence sur les gouvernements. Et évidemment, c'est une source potentielle d'exportation assez intéressante. Donc, on a vu que, et donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est que très souvent, ces industries sont fortement protégées. Donc, c'est très difficile pour un gestionnaire, pour une entreprise, comme par exemple Natrel ou Beatrice, une autre entreprise de produits de consommation alimentaire, de trouver des débouchés à l'étranger, parce que lorsqu'ils débarquent dans ces pays, les pays sont fortement protégés pour les raisons que je viens de vous évoquer. D'ailleurs, c'était intéressant que lors de la plus récente négociation d'un accord de libre-échange, le nouvel accord de libre-échange, que, pour ceux qui s'en souviennent, vraiment un des pépins, un des obstacles principaux fut justement l'accès au marché canadien pour les producteurs laitiers américains. Alors, Trump et compagnie insistaient que la gestion de l'offre ici au Canada était juste une autre façon pour nous de protéger notre marché et d'empêcher les producteurs américains de déverser littéralement leur lait ici au Canada. Donc, évidemment, ces genres d'obstacles font l'objet, évidemment, justement, de ces ententes bilatérales. Ce qu'on cherche, ou multilatérales, on essaie de réduire ces obstacles. Donc, finalement, ici au Canada, on a ouvert un peu le marché canadien pour les Américains, pour des producteurs américains qui ont une abondance de lait. Donc, pour ceux qui seraient intéressés de l'étudier, les Américains, la production laitière américaine, elle est énorme, elle est robotisée. Donc, il y a les producteurs fermiers agricoles de lait laitier sont excessivement productifs au point où ils produisent beaucoup plus de lait qu'ils en ont besoin. Et donc, le lait se vend vraiment, vraiment pas cher aux États-Unis. Et les Canadiens ont vu venir les Américains avec leurs grands sabots et on ne voulait pas détruire justement notre industrie laitière. Donc, ça a été une négociation vraiment très, très difficile. Sauf que finalement, en contrepartie de cette ouverture, on a quand même eu un accord avec notre plus grand partenaire. Donc, c'est un concept qui est assez intéressant à regarder. Mais je vous amène justement à cette idée que si vous travaillez dans cette industrie, vous allez rencontrer des difficultés qui sont inhérentes à cette industrie qui ne le sont pas pour d'autres, pour les raisons que je vous ai mentionnées. Évidemment, les technologies de l'information et de la communication sont vastement discutées lors du marketing international. Je pense qu'à travers notre expérience récente, nous avons vu à quel point les entreprises qui sont capables de se démarquer, qui ont un site transactionnel, qui sont capables de livrer de la valeur rapidement, sont en mesure de prendre une énorme place sur le marché au profit d'entreprises qui n'ont pas réalisé que probablement une des plus grandes menaces, c'est le changement technologique. Alors, Amazon, définitivement, du moins en ce moment, d'entreprises dominantes, n'en demeure pas moins que cette mondialisation nous amène aussi à reconnaître la place d'entreprises chinoises qui trempent qui nous offrent maintenant beaucoup plus que des produits qu'on retrouve au Dollarama, et c'est vraiment très simple, bien entendu, comme exemple, mais quand vous pensez à Huawei, qui est maintenant qui vend plus de téléphones sur la planète que Apple, qui est en train de se construire un réseau 5G planétaire, il est important de comprendre que
ces technologies de l'information et de la communication prennent une grande place justement dans la commercialisation de nos produits. Alors, vos applications que vous développez, votre site transactionnel, vos propres applications, est-ce qu'ils vont être vendus justement sur les sites en partenariat avec Huawei? Peut-être c'est votre nouveau partenaire. On découvre également aussi qu'en faisant affaire avec certains pays, qu'on doit se questionner sur nos propres valeurs. Google l'a découvert très rapidement il y a quelques années lorsqu'ils ont refusé la demande de la Chine de limiter le contenu sur les moteurs de recherche et Google fut banni de la Chine. Donc, un concept intéressant si vos publicités par Google Ads passent justement évidemment par Google ou si c'est votre approche principale pour la commercialisation de vos produits. Voici un exemple de site banni par la Chine et vous retrouverez bon nombre d'entreprises que vous connaissez très bien. Ironiquement, TikTok est aussi banni, mais c'est une entreprise chinoise. Et on verra que tout ça s'est entremêlé. Alors, on verra comment on discutera durant la session, comment la mise sous tutelle ou sous arrêt, en tout cas, lorsqu'on a arrêté la vice-présidente de Huawei récemment au Canada à la demande des États-Unis parce qu'on accusait les Chinois d'espionner à travers leur technologie. On a arrêté la vice-présidente et tout d'un coup, maintenant, Huawei se trouve aussi restreint dans ses activités de développement de leur réseau aux États-Unis et en Angleterre. Et en contrepartie, une entreprise comme de manteaux québécois dont le nom m'échappe maintenant, je suis sûr que vous allez le deviner, évidemment, a vu ses activités restreintes également en Chine. Donc, je vous laisse le soin de deviner. J'ai un blanc de mémoire pour le nom de l'entreprise. Non, je pensais que je l'avais, mais je ne l'avais pas. En tout cas, donc, on passe un peu aux limites gouvernementales. Donc, bien entendu, c'est un peu le yin et le yang. Alors, on a, en même temps en même temps que les gouvernements tendent à vouloir attirer les entreprises, parfois, elles leur mettent des bâtons dans les roues. Mais pendant qu'elles les attirent, évidemment, il faut comprendre quel est l'intérêt d'un gouvernement d'attirer justement des entreprises étrangères. Alors, vous avez directement tiré du livre ici. Alors, évidemment, accroître le revenu national, moderniser son économie, c'est très intéressant. Quand on parle de moderniser, diversifier son économie, le gouvernement du Parti québécois a pris les grandes mesures pour attirer des entreprises comme Ubisoft, entre autres, en leur donnant des subventions très importantes qui perdurent encore aujourd'hui. Une quinzaine d'années, une vingtaine d'années après l'arrivée de Ubisoft au Québec, où on subventionne, si je ne me trompe pas, environ 30% des salaires des employés. Donc, c'est très intéressant pour Ubisoft de s'intégrer. Mais avant ça, on n'avait pas ici une industrie de développement de logiciels de jeu. Et à travers cette industrie nous a permis de migrer vers une autre industrie, l'intelligence artificielle. Donc, vous avez maintenant des pôles à Montréal où ont migré plusieurs de ces entreprises et finalement, les pays cherchent à encourager justement ces genres d'investissements directs à l'étranger, donc dans ce cas-ci, dans notre pays. Entre autres, évidemment, les entreprises étrangères, elles, évidemment, c'est intéressant pour elles. Elles accroissent leurs profits, leurs ventes, bien entendu. Mais parfois, elles se voient contraintes. Alors, une entreprise, et on verra lors d'un prochain chapitre, qu'une entreprise, pour vendre ses produits au Canada, n'a peut-être pas le choix que de s'installer au Canada à cause des barrières tarifaires que nous plaçons. C'est-à-dire, on leur dit, regardez, nous, on n'est pas intéressé à juste recevoir un conteneur d'équipement ou un conteneur de produits et des produits parfois qui se vendent moins cher que les fabricants locaux. Donc, on va vous inviter à venir
vous installer au Québec, au Canada, et de venir engager notre personnel, qui évidemment nous donnera l'opportunité évidemment de moderniser notre économie, créer des emplois, diversifier, ainsi de suite. Et c'est la seule façon. Vous pouvez évidemment exporter vos produits, mais vos produits, à ce moment-là, seront beaucoup plus chers parce qu'on va rajouter une taxe particulière. Donc, on en discutera également. Donc, il y a plusieurs autres contraintes, évidemment, pour les firmes nationales, multinationales. Je vous invite à le lire dans le PowerPoint, dans le livre, évidemment. Évidemment, les pays cherchent évidemment toujours à maintenir une balance de paiement positive. Donc, je ne vous montrerai pas la vidéo dans cette vidéo, mais vous pourrez consulter dans les PowerPoint qui n'incluent pas ma voix. Donc, dans ce vidéo, on vous décrit justement comment les entreprises, essentiellement, veulent s'assurer d'exporter plus qu'elles importent. Et on verra pourquoi lors du deuxième et troisième chapitre. Les pays, évidemment, vont encadrer ces investissements. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces ententes multilatérales ou bilatérales et d'encourager le flux de produits, mais pas sans réserve. Donc, pour ceux qui ont déjà voyagé à Cuba, vous savez peut-être que les hôtels espagnols le long des belles plages sablonneuses de Varadero n'appartiennent pas en totalité à ces entreprises espagnoles. Donc, le gouvernement cubain, donc le peuple cubain, est un grand propriétaire foncier. Donc, essentiellement, ce qu'on dit à ces entreprises, c'est que si vous voulez venir vous installer ici, c'est très bien, vous êtes bienvenus. Par contre, nous allons être des partenaires dans cette entreprise. Donc, vous, en gestionnaire en marketing, la question à vous poser, c'est est-ce que le marché dans ce pays d'exportation, dans ce pays hôte, est suffisamment intéressant pour moi de devoir travailler en collaboration avec quelqu'un plutôt que de le faire tout seul? Alors, on verra ça lorsqu'on parlera des modes d'entrée. Pour ceux qui connaissent DreamWorks, qui produisent évidemment des films, DreamWorks est présente en Chine, mais en Chine, une des contraintes de faire affaire avec la Chine, c'est que le gouvernement vous oblige dans un grand nombre d'industries de prendre un partenaire chinois. Et ce partenaire chinois, dans certains cas, peut être fortement majoritaire. Et donc, le processus décisionnel, parfois, découle des décisions en Chine plutôt qu'au siège social de l'entreprise. Et on verra à quel point ça, c'est important. Ou, par exemple, pour une entreprise américaine ou canadienne, au niveau de la technologie, l'intérêt, c'est de se servir des meilleurs outils technologiques au meilleur moment, mais que pour le partenaire chinois, peut-être l'intérêt, c'est de s'approprier justement cette technologie. Donc c'est important de comprendre le contexte dans lequel on crée des partenariats qui nous sont imposés. Dans certains cas, les pays peuvent vous contraindre à maintenir vos profits dans le pays. Donc, en Afrique, on verra très souvent que de bon nombre de pays ont réalisé que les entreprises occidentales venaient, elles exploitaient les mines, elles reprenaient leur richesse et elles repartaient. Et très souvent, laissaient des dommages écologiques importants. Alors, certains pays ont restreint justement cette activité en encourageant les entreprises de venir exploiter les mines, mais que les profits ne pouvaient pas nécessairement être tirés avant 5 ans ou une certaine proportion seulement. Donc, comme agent, comme gestionnaire en marketing, comme gestionnaire ou propriétaire d'entreprise ou directeur, directrice, c'est important pour vous de comprendre les contraintes. Une dernière peut-être, c'est justement l'expropriation. Alors, cette usine vous appartenait avant et maintenant, elle ne vous appartient plus. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé de vous exproprier pour des raisons parfois qui sont politiques et on verra, ou nationalisées, par exemple, et on se donnera des exemples lors des prochains chapitres. Donc, un aspect très important, justement, de ces limites gouvernementales se trouve dans ces bâtons dans les roues que les pays se mettent entre eux pour limiter
les importations dans leur pays. Alors, on appelle ça des barrières tarifaires ou non tarifaires. Donc, la grande différence entre des barrières tarifaires et non tarifaires, tarifaires, ça réfère à, on va se référer, on va se simplifier ça, on va se référer à de l'argent. Vous avez trois types de barrières tarifaires, donc ad valorem, spécifique et combiné. Je vous invite à le lire dans le livre, mais essentiellement, on traite de l'argent. Donc, par exemple, si vous voulez exporter, vous exportez, je ne sais pas, admettons, vous exportez des fours micro-ondes en Roumanie et qu'en Roumanie, on fabrique des fours micro-ondes, ben, peut-être on va voir en vous une certaine menace. Donc, on ne vous empêchera pas d'exporter vos fours à micro-ondes en Roumanie, mais pour protéger les producteurs, les fabricants locaux, l'économie locale et donc les employés, on va vous assommer d'une douane de peut-être 25 %. Alors, vous comprendrez que tout d'un coup, le prix de votre produit vient d'augmenter de 25 %. Évidemment, pour le consommateur, entre un produit étranger 25 % plus cher et le produit local, ben, ils vont peut-être se questionner sur l'attrait de votre offre. Et donc, à vous, à ce moment-là, de décider qu'est-ce que vous allez faire. Et on va en discuter beaucoup, d'ailleurs, durant la session. Alors, ce sont des décisions politiques, des décisions externes à votre entreprise, des décisions totalement incontrôlables, donc qui ont été faites loin de chez vous, mais qui viennent impacter les décisions que vous devez prendre dans les 4 P. Les barrières non tarifaires, tant qu'elles, sont des barrières qui n'ont pas vraiment trait avec de l'argent. Et alors, vous voyez une liste de ces barrières ici. Alors, très souvent, ces barrières non tarifaires sont imposées parce que l'entente bilatérale ou multilatérale que les pays ont pris entre elles justement pour diminuer ces obstacles, en disant on est tous amis, on va encourager le flux de marchandises de part et d'autre de certains pays. Donc, cette grande entente d'amitié, bien, finalement, les pays vont chercher des façons justement à créer des exceptions. Et donc, on voit l'émergence, évidemment, de barrières non tarifaires. Donc, certaines de ces barrières non tarifaires, par exemple, les politiques d'achat de pouvoir public. Alors, par exemple, aux États-Unis, si vous exportez, par exemple, des meubles et que ce sont des meubles destinés spécifiquement à des meubles de bureau et que un segment de votre marché se trouve à être des entités publiques comme le Congrès américain, vous vendez des tables des sénateurs, voilà. Ben dans ce cas-là, le gouvernement américain va vous contraindre à vous assurer qu'une grande partie de la production, mettons 25 %, a été fait aux États-Unis. Donc, 25 % de la fabrication se fait aux États-Unis. Bien entendu, vous comprendrez que certaines entreprises vont vite faire le calcul et vont se dire, ben, à 25 % de fabrication là-bas, donc j'ai fabriqué 75 %, je le mets dans un conteneur, je l'envoie par exemple à Boston, et à Boston, ben, on complète l'assemblage, ben, peut-être que ce n'est pas profitable pour moi. Alors, vous comprendrez que le gouvernement américain a déjà fait ce calcul, il a fait le même calcul que vous, et que finalement, cette barrière non tarifaire ne cherche qu'à vous décourager d'exporter, parce qu'évidemment, c'est trop cher. Les droits anti-dumping, les droits compensateurs, nous verrons un peu, nous discuterons ça dans les chapitres à suivre, évidemment, plutôt dans la discussion dans les prix, mais nous verrons que lorsque vous vendez vos produits à l'étranger et qu'on détermine que vous vendez un prix qui ne permet pas une compétition saine, eh bien, on va augmenter, on va vous assommer de douane pour assurer justement que le niveau de compétition soit plus équitable avec les producteurs locaux. On peut imposer des quotas aussi. Donc, par exemple, vous pouvez vendre, par exemple, donc on a un système de quotas, par exemple, maintenant, avec une nouvelle entente avec les Américains. Mais admettons que vous vendez des tucs. Et qu'on vous dit que pour des tucs, le quota, on impose un quota de 1 million de tucs.
Donc, on vous dit essentiellement que vous ne pouvez pas vendre plus qu'1 million de tucs aux États-Unis et que vous découvrez très rapidement que 1 million de tucs, qu'il est insuffisant. Si vous vendez juste 1 million de tucs, vous n'arrivez pas à rentrer dans votre argent. Et évidemment, ben, vous décidez de ne pas exporter vos produits dans ce pays. Vous comprendrez évidemment que le gouvernement en place a fait ce calcul justement pour vous décourager. Et comme ça, par la bande, ce qu'ils font, c'est de protéger les fabricants de tucs locaux. Les normes et standards de fabrication sont aussi souvent utilisés. Et un exemple assez loufoque de ça, c'est que, comme vous le savez, nous importons énormément de produits coréens. Les voitures Kia, entre autres, Hyundai, pardon. Donc, on a ouvert nos marchés, évidemment, à ces fabricants, au pays, la Corée du Sud, mais les Américains, de façon assez légitime, se plaignent de la difficulté d'accéder au marché local. C'est-à-dire que les Américains ont des difficultés à vendre leurs voitures. Puis quand je dis les Américains, quand on parle d'Américains et voitures, on parle vraiment des Américains, des Mexicains puis des Canadiens parce que la fabrication des voitures en Amérique du Nord se fait littéralement. La même voiture peut traverser 3 frontières assez facilement avant de se retrouver en Corée du Sud. Pour revenir à nos moutons, la Corée du Sud ne pouvait pas imposer des barrières tarifaires à des voitures américaines, à des fabricants de voitures américaines, parce que, évidemment, dans l'accord bilatéral avec les États-Unis, ils en étaient interdits. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux manufacturiers, ils ont imposé, en fin de compte, ils ont dit qu'ils devaient changer certaines composantes de leur voiture. Donc, il y a une composante qui permet de gérer justement les émissions à gaz à effet de serre. Et on a demandé aux manufacturiers de changer la forme justement de cet aspect de la voiture. Les manufacturiers américains, bien entendu, avec la production en ligne, la robotique, ont vite réalisé qu'il était impossible de changer justement cette pièce parce qu'évidemment, ça ralentirait la chaîne de montage et ça augmenterait les coûts de façon assez importante. Et donc, bien entendu, ce que les Coréens ont réussi à faire, c'est de décourager justement ces genres d'exportations. Lors de l'accès à l'Espagne, à l'Union européenne, l'Espagne a restreint, ils n'étaient pas les seuls, soit dit en passant, mais ils ont restreint, en fin de compte, ils ont envoyé en vacances une grande proportion des employés de douane, ce qui ne faisait que compliquer justement le transfert de documents, le transfert de marchandises, des conteneurs qui restaient sur les quais pendant des semaines et des semaines. Alors, plus que c'est compliqué d'arriver à la douane et de traverser, moins que vous avez un intérêt à exporter vos produits et plus que l'économie locale va être protégée. Donc, une autre façon, évidemment, de protéger l'économie locale. Et évidemment, on ne peut pas tout exporter. Donc, dans certains cas, on doit demander des licences d'exportation. Et donc, dans certains cas, les pays vont vouloir protéger, par exemple, leur œuvre d'art. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement exporter des œuvres d'art. Mais dans un bon nombre de cas aussi, pour des industries identifiées comme étant stratégiques, les pays vont restreindre l'accès de ces exportations. Donc, à vous de connaître justement ces balises. Donc, parlons un petit peu dans cette troisième section de la mondialisation et des exportations et de discuter un petit peu de qu'est-ce que ça amène au niveau des marchés. Bien entendu, c'est une innovation constante, justement. Imaginez un cycle d'innovation de 24 heures. Imaginez que quelqu'un commence à produire quelque chose au Japon et que lorsqu'il se couche, que quelqu'un en Europe continue à produire, justement, à travailler sur les mêmes fichiers qui sont dans les nuages. Et lorsqu'il se couche, que cette innovation d'ingénierie ou autre continue à se voir développer à Los Angeles et ainsi de suite. Donc, une poussée vers l'innovation constante qui est tirée évidemment par une demande de la part des consommateurs.
Évidemment, cette mondialisation, comme j'en discute depuis tout à l'heure, amène à une réduction de ces barrières tarifaires. Et on verra lors d'une prochaine session que lors de la Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi, après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays se sont réunis pour créer ce qu'on appelle le GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, qui cherchait à réduire justement ces obstacles et essayer de créer ce genre de club d'amis pour empêcher peut-être qu'on se tape dessus et qu'on se bombarde l'un et l'autre. Alors, à partir du moment où vous construisez une usine dans un pays étranger, il est moins probable que vous allez bombarder ce pays étranger. Donc, évidemment, il y a des bénéfices politiques et des bénéfices, évidemment, bien entendu, pour le peuple, mais commercial aussi. On verra comment ce GATT a été insuffisant pour des questions de propriété intellectuelle, pour des questions technologiques, entre autres, aussi pour les services et aussi pour inclure des pays en voie d'émergence. Et donc, on a remplacé le GATT par ce qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce, ou le World Trade Organization. Donc, on verra lors d'une prochaine session comment cette organisation cherche à diminuer ces barrières et d'augmenter le commerce à l'international. Donc, évidemment, on a parlé déjà de cette crise financière en Grèce, amenée par leur inclusion dans l'Union européenne, certains d'entre vous se souviendront peut-être ou auront vu des films qui traitent du sujet, que plus que les économies sont intégrées, plus que les normes sont standardisées, plus que la demande est homogène, plus une entreprise québécoise peut se retrouver dans tous ces pays en même temps ou graduellement. C'est intéressant, il y a moins de barrières. Mais en même temps, plus qu'on est dépendants les uns des autres à cause de cette intégration. Et comme un jeu de dominos, quand le premier domino tombe, les autres tombent en séquence. Et donc, on peut voir la paralysie qui a animé l'économie mondiale en 2008 et qui a été engendrée par des prêts assez douteux aux États-Unis et en Europe. Donc, on parlera justement de comment cette intégration, cette mondialisation peut être bénéfique, mais à quel point elle est risquée également aussi. À travers tout ça, pour nous, les gestionnaires en marketing, comme je disais tout à l'heure, on voit une grande croissance des marques, mais vous remarquerez ici que malgré la croissance des marques, que beaucoup de ces marques sont locales. Peu de marques, on voit ici que et bon, ça a peut-être changé un petit peu, vraiment beaucoup depuis ce temps-là, mais que quand même, on remarque qu'il y a beaucoup moins de marques globales qu'il y a de marques locales. Les gens s'identifient à la marque locale, ça fait partie de leur quotidien. Pensez même à vous-même si votre café local tout d'un coup disparaissait. Et ça fait partie de votre routine et ça fait partie un peu de votre identité, le côté social et tout ça. Donc, ces marques locales ont une importance primordiale dans la façon qu'une personne crée son identité, mais à quel point les entreprises sont aussi capables de se créer une identité, c'est-à-dire de leurs produits auxquels vous pouvez vous rattacher. Donc ce n'est pas le temps peut-être de débarquer avec une grosse marque globale qui ne fait qu'anéantir, aux yeux de certains, leur culture locale. Donc, on en parlera également. Cette mondialisation des marchés, évidemment, présente beaucoup d'opportunités d'augmenter les ventes, comme je vous le disais tout à l'heure, et pas nécessairement seulement dans les pays occidentaux. On dira que les pays occidentaux offrent une grande stabilité à travers les normes établies, mais que ces pays occidentaux sont dans une phase de maturité pour bon nombre d'industries. La plupart des gens ont déjà un téléphone cellulaire. Peut-être la demande, la grande croissance va venir des marchés en émergence. Et on aborde immédiatement, déjà aujourd'hui, que ces pays en voie d'émergence sont reconnus par ce qu'on appelle le BRICS. Alors, vous essayerez, je vous demande d'essayer d'identifier le B, le R, I, C, S. Alors, Brésil, Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, comme les pays émergents, donc qui poussent les pays occidentaux dans leur dos.
OK? On parlera aussi de pays en voie d'émergence, donc des pays comme vous le voyez, le Vietnam, le Pakistan, l'Indonésie, l'Égypte, les Philippines, qui aussi, pour certaines industries, se démarquent. Et on verra à quel point des entreprises comme Microsoft le réalisent. Et donc, on décidé d'intégrer cette richesse de connaissances, cette richesse culturelle aussi à leur organisation en ouvrant des filiales à l'étranger et en augmentant cette collaboration. Donc, pour vous aussi, une chose, une menace, mais aussi une opportunité en même temps. Donc, évidemment, à partir du moment où ces barrières tombent et qu'on est invité à venir à investir, bien évidemment, ça nous permet de diversifier nos marchés. Un exemple concret, évidemment, Couche-Tard, qui est parti de quoi, une 50 ou 60 petits dépanneurs de coin à une entreprise globale avec des des milliers de points de vente à travers le monde. Donc, une opportunité, évidemment, pour vous aussi de vous positionner dans plusieurs pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'on verra que vous n'avez pas besoin d'être présent nécessairement partout dans un pays. On verra dans un prochain cours qu'il est possible pour vous de cibler un nombre restreint de clients, donc y aller un peu un marketing de créneaux et donc de cibler beaucoup de pays, mais peu de clients dans chaque pays. Donc, ça va être très intéressant, une discussion, je pense, assez intrigante. Bien entendu, cette ouverture et cette possibilité de développer des marchés, particulièrement dans les pays émergents, nous permet de prolonger le cycle de vie d'un produit. Alors, c'est le cas justement du Xbox, qui a pris quand même 3-4 ans finalement à commercialiser ses produits un peu sur la planète, un peu partout sur la planète. Mais imaginez pour des entreprises qui cherchent à commercialiser leurs produits, ben, ils vont très souvent le commercialiser pour les pays occidentaux, des entreprises occidentales, dans des pays occidentaux. À vous de vous questionner pourquoi. Pourquoi on questionne, pourquoi on vend à notre monde avant? Ben, peut-être parce qu'on connaît notre monde. Donc, il n'y a pas de différence culturelle. Peut-être parce que les normes sont bien établies, les règles du jeu, on les connaît. Mais surtout, surtout, surtout parce que nos clients sont capables de se payer nos produits. Donc, ils ont un pouvoir d'achat bien établi pour un produit qui a besoin parfois d'être vendu un peu plus cher. Mais après un certain temps, quand le produit devient peut-être un peu désuet, ou tout du moins lorsqu'on a récupéré notre investissement initial, il serait intéressant pour nous de trouver d'autres clients pour ce produit et de peut-être diminuer le prix. Donc, d'où l'intérêt maintenant de vendre ce pays à l'étranger, le même produit pour lequel on a déjà récupéré notre recherche et développement, et donc on est en mesure de le vendre un peu moins cher peut-être. On verra que c'est très intéressant pour les entreprises, mais que ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont décidé d'en faire autant. On parlera de Apple et qui a laissé sa place à une grande entreprise à cause de cette décision en Asie. Donc, on verra ça dans un prochain chapitre. Évidemment, cette innovation, elle ne vient pas que des pays développés ou en voie de développement, elle vient parfois des pays émergents. Donc, quelques exemples concrets, la Nano, une petite voiture fabriquée par la plus grande entreprise en Inde, Tata, T-A-T-A, où le président de l'entreprise avait choisi de fabriquer la voiture la moins chère sur la planète, une voiture de 2500 dollars canadiens, à une voiture qui ressemblait un peu, pour ceux qui regardaient les pierres à feu, les Flintstones, peut-être un peu à ce genre de voiture, mais une voiture qui donc dénudée vraiment d'attributs, mais qui se vendait vraiment pas cher dans un pays où le pouvoir d'achat était beaucoup moindre que dans les pays occidentaux. On aura une belle histoire à raconter sur Tata Nano dans un chapitre suivant. Donc, vous avez aussi un échocardiogramme portable et une radio alimentée dont la batterie est alimentée par un humain. Donc, vous devez tourner la manette pour alimenter, pour alimenter la radio. Ces deux produits furent développés dans les pays africains où il était difficile soit de trouver des batteries ou de brancher à notre radio, ou dans un autre cas où les médecins devaient, où
les femmes enceintes devaient se déplacer des grandes distances pour se rendre à l'hôpital. Et donc, où ces échocardiogrammes portables permettaient pour les médecins de faire des visites à domicile et de visiter les gens dans les villages. Alors, c'est une invention aérienne qui ensuite a été reprise par l'entreprise Philips. Donc, attention à ces pays émergents parce que la compétition vient de là et l'innovation très souvent également. Évidemment, on a déjà parlé que cette mondialisation permet des grandes économies d'échelle et on verra dans les sessions à venir, dans les cours à venir, bien entendu que plus qu'on a de clients et plus que ces clients veulent sensiblement la même chose, mais plus que je peux produire le même produit et me retrouver à avoir des économies d'échelle. Pensez juste à, si j'ai juste un produit, je n'ai besoin que d'une ligne d'assemblage. Si j'ai deux produits complètement distincts, alors peut-être j'ai besoin de deux lignes d'assemblage. Donc, j'augmente mes coûts. Donc, en ayant une ligne d'assemblage, je gagne en économie d'échelle et je dégage plus de profit ou je peux offrir mon produit encore moins cher. Très intéressant. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, cette mondialisation amène évidemment une augmentation des risques. Alors, quel genre de risques? Bien, évidemment, des risques politiques. On ne connaît pas nécessairement ce qui se passe dans ce pays. Ça ramène des risques économiques. Pensez à une devise qui fluctue beaucoup trop. Et on verra que lorsque les gens achètent notre produit, finalement, il y a deux transactions. Ils achètent la devise et ensuite, ils achètent notre produit. Donc, à partir du moment où leur devise est frappée d'incertitude et qu'elle diminue par rapport à la nôtre, leur pouvoir d'achat diminue aussi. Alors, des risques économiques. On verra qu'il y a évidemment d'autres risques économiques. On verra que, évidemment, on a déjà discuté des risques technologiques auxquels on a à face et des risques sociaux aussi. Donc, on parlera d'un exemple à une entreprise danoise, Arla Foods, A-R-L-A, qui, elle, a vu une grande part de ses marchés en Arabie Saoudite effacés presque d'un jour au lendemain à cause de décisions qui n'avaient absolument rien à faire avec eux. Donc, on en discutera un petit peu aussi. Et bien entendu, l'exemple que vous voyez sur votre PowerPoint, c'est l'exemple de Bombardier qui voulait évidemment compétitionner d'être un compétiteur global et qui s'est heurté éventuellement à une compétition absolument féroce de Airbus, une entreprise qui a été créée par des pays européens et évidemment à Boeing. Donc, on racontera à quel point ces mouvances internationales ont fait en sorte que la C-Series de Airbus, finalement, s'est retrouvée aux États-Unis. Une belle histoire dont on n'a pas fini de raconter la fin. Du moins, on l'espère. Donc, l'évolution du marketing international, ici, dans ce PowerPoint, vous verrez dans les PowerPoints suivants également aussi, que cette série de 5 étapes est tirée d'un autre livre, Hollinson, mais que nous avons inclus ici parce que ça vous permet vraiment de voir le trajet que suit une entreprise à travers 5 étapes. Donc, la première, le marketing domestique où elle ne vend à ses consommateurs locaux, donc une entreprise québécoise qui ne vend qu'aux Canadiens. Et que son approche est vraiment très ethnocentrique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas particulièrement concernée avec les cultures autres que la culture de leur clientèle, qui est québécoise, qui est comme la leur. Donc, on va parler un peu de nombrilisme. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais on n'est pas vraiment dans une ouverture, dans une compréhension du marché international. On verra qu'on passera à un marketing d'exportation qui, elle aussi, veut être un peu ethnocentrique, mais où essentiellement, on ne fait que répondre à une demande ponctuelle pour une commande. Donc, on a ces 5 étapes et vous verrez que dans les PowerPoints suivants, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le matériel d'origine de Hollinson. Donc, vous voyez ici le domestic marketing, le marketing domestique, export marketing, marketing d'export, et ainsi de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et après ça, j'ai découpé chacune de ces étapes pour mieux les expliquer en français, bien entendu. Donc, le marketing domestique, qui est ethnocentrique,
où essentiellement, on a énormément de contrôle sur la production, elle est très centralisée, on est ici au Québec, on vend juste à notre monde et on ne regarde pas particulièrement les besoins des gens à l'extérieur de notre marché immédiat. Notre siège social est également au Québec. Un marketing d'exportation, ben, vous vendez vos produits, tout d'un coup, quelqu'un en Allemagne a réalisé que vous vendez de beaux vêtements fabriqués ici au Québec et ben, ils seraient très intéressés, eux, de les revendre dans leur propre boutique. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez une grande sensibilité à leurs besoins. Vous leur dites, ben, regardez, moi j'ai 2 modèles, 3 modèles, les voici. Donc, je continue à garder un très grand contrôle, très centralisé. Donc, on n'adapte pas notre produit. On n'est pas particulièrement très sensible à ce PO. Si vous le voulez, le voici. Je le mets dans un contenant, puis je vous l'envoie. Par contre, à partir du moment où on a commencé à développer plusieurs marchés, donc dans l'exemple que vous voyez devant vous, 4 marchés distincts, on commence à se dire, bien, finalement, j'ai un mix marketing qui est distinct pour chacun de ces marchés. Je commence maintenant à avoir une certaine adaptation au marché. Donc, dans certains cas, je vais peut-être moduler le prix, je vais le vendre moins cher dans un pays, peut-être plus cher dans un autre. Pourquoi? Parce que je peux. Parce que la volonté des gens est grandissante d'acheter mon produit, j'ai moins de compétiteurs. Dans certains cas, je vais devoir changer la couleur parce que la couleur a une certaine signification symbolique et ainsi de suite. Donc, évidemment, donc les entreprises, là, je vais installer mon entreprise à l'étranger, donc on va appeler ça une filiale, et je vais donner de plus en plus de pouvoir à cette filiale. Ce que je remarque dans la 4e étape, c'est que finalement, plusieurs de ces pays, finalement, je vends essentiellement le même produit au même prix. Je le vends dans un réseau assez commun, donc je le vends juste dans les pharmacies, par exemple, et je communique sa valeur avec le même porte-parole, la même porte-parole. Donc, évidemment, mon mix marketing est très distinct, très similaire. À ce moment-là, je peux commencer à regrouper ces pays dans des régions. Parce qu'évidemment, la demande, elle est homogène, les normes sont homogènes, les barrières tarifaires sont homogènes, donc elles n'y en a pas ou elles sont les mêmes. Donc, on appelle ça le marketing régiocentrique ou multinational. Et vous en avez un exemple ici avec Nestlé qui regroupe en fonction justement de ces contraintes, certaines contrôlables, certaines incontrôlables. Puis finalement, on a le marketing global qui, lui, cherche essentiellement à combiner la standardisation de tout ce qui peut être standardisé et d'adapter les composantes qui doivent obligatoirement l'être, si elles doivent l'être. Donc, on a un concept ici, ce qu'on appelle glocal, c'est-à-dire penser global et agissez localement. Et on verra qu'on essaie de tirer tous les avantages potentiels au niveau des ressources humaines, l'innovation, au niveau des opportunités, tout en minimisant les risques. Et à ce moment-là, on est vraiment un fournisseur plutôt global. On a une vision globale de la commercialisation de nos produits. Bien entendu, on va chercher à exporter des innovations dans certains pays, mais aussi à rapatrier des bons coups. Alors, un bon exemple de ça, justement, ce genre de coordination des activités, c'est Tide, qui, pour ceux qui ne le savent pas, Tide, ça veut dire marée, donc très peu significatif en français, mais très significatif en anglais. Donc, Tide qui commercialise ses produits au Japon, donc le Tide original, donc le Tide en granules, et en vendant son produit, découvre très rapidement que la demande est fléchie pour ces produits et se demande pourquoi. Alors, bien entendu, on va se replier sur les 4 P, on va regarder nos compétiteurs, on va regarder nos relations avec nos fournisseurs et ainsi de suite. Pour faire une longue histoire courte, Tide a rapidement découvert que les Japonais, parce que les Japonais doivent conserver justement l'énergie, c'est une petite île évidemment, ils importent beaucoup de ressources naturelles. Beaucoup d'entre eux se baignent dans l'eau froide et que les granules de Tide, à ce moment-là, ne se dissouent pas
à ce moment-là dans l'eau froide. Et donc, évidemment, vous pouvez imaginer des graineuses sur tous vos vêtements. Donc, Tide aurait pu se retirer du marché, mais au lieu a décidé d'innover et de développer un Tide liquide. Donc, ce qui permettait de laver les vêtements dans l'eau froide. Et ça a connu un succès retentissant. Et Tide a rapatrié cette innovation dans son marché domestique. Donc, on voit que les entreprises globales font ce genre de va-et-vient pour profiter des opportunités à l'étranger, mais faire profiter dans le marché domestique des leçons qu'ils ont apprises en étant actifs sur les marchés internationaux. À notre quatrième point, évidemment, l'éthique capitaliste. Dans votre livre, on voit, on aborde justement ces genres de thèmes en disant que à travers l'effondrement du monde communiste durant les années 90 et évidemment la façon que l'Union européenne a étendu ses tentacules et la présence évidemment du Japon et des États-Unis sur les marchés internationaux, ben, les gestionnaires pensent un peu qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils influencent les gouvernements en diminuant parfois certaines normes. On dit que oui, on standardise des normes, mais elles ne sont pas nécessairement toutes positives. Donc, on effrite parfois le droit des employés, on effrite les normes écologiques. Donc, un point très important à considérer. Donc, évidemment, c'est important de se doter de certaines règles de jeu. Et comme l'auteur vous le suggère, on va éviter de relier l'éthique au domaine juridique. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement possible qu'une action soit parfaitement légale dans un pays, mais qu'elle ne soit pas éthique. D'ailleurs, elle peut être légale dans le pays d'exportation ou le pays hôte, mais totalement illégale dans le pays c'est-à-dire qu'elle peut être illégale, pardon, dans le pays hôte, mais qu'elle soit je recommence. Qu'elle soit illégale dans le pays d'accueil ou dans le pays hôte, mais qu'elle soit donc légale dans le pays légale dans le pays hôte, mais illégale dans le pays d'exportation. Voilà. Et donc, un bon exemple, évidemment, de ça, c'est l'exemple de SNC Lavalin, qui a été pris la main dans la marmite en offrant des pots de vin, justement, au fils de Kadhafi en Libye. Vous voyez le bateau qu'on lui a offert en échange, justement, de contrats d'infrastructure, d'ingénierie en Libye. Pour la courte histoire, le fils de Kadhafi, le bateau qui, si je ne me trompe pas, faisait à peu près 35 mètres de long, était trop petit, ne faisait pas son affaire. Mais bien entendu, des pots de vin ont été offerts évidemment au fils de Kadhafi, entre autres, pour obtenir ces contrats. Donc, à vous de faire très attention, justement, de ne pas violer les règles de jeu canadiennes, parce que de plus en plus, il y a des conventions qui font en sorte que vos gestes à l'étranger vont être punis dans votre pays, dans votre propre pays. Okay? Et bien entendu, ne pas oublier la base de la pyramide. Et lorsqu'on parle de la base de la pyramide, on parle évidemment des gens qui n'ont pas encore un grand pouvoir d'achat. Donc, on parlera d'une classe émergente. Alors, on parle nécessairement de dire des gens pauvres, bien qu'ils peuvent l'être aussi. C'est une clientèle qui, graduellement, on le souhaite, on espère, va s'enrichir ou à tout le moins améliorer leur sort. Donc, et ces gens-là tendent à se souvenir des entreprises qui étaient là au début. Donc, un bon exemple de ça, c'est l'entreprise Volkswagen, qui était le premier manufacturier occidental à s'installer en Chine durant les années 70, bien avant que le terrain soit bien dégagé, que les normes soient bien établies. Donc, un très grand risque pour Volkswagen de s'installer comme manufacturier en Chine. Les gens s'en souviennent encore aujourd'hui. Donc, on parlera justement de quelle action marketing à l'étranger on peut prendre pour cibler particulièrement justement cette clientèle. Bon, pour ce qui est du plan de cours, bien entendu, on en discute durant notre rencontre synchrone et vous avez le document qui est déposé sur Moodle, entre autres les grands objectifs du cours, mais je vous réitère que essentiellement, l'objectif du cours principal, c'est de vous amener
à travers particulièrement le projet de session et les apprentissages tout au long de la session à choisir un pays d'exportation et de développer un produit qui serait approprié à une clientèle dans ce pays hôte plutôt. Donc, de choisir un pays dans lequel on va exporter et de trouver le bon produit qui serait vendu au bon prix et qui serait vendu au bon endroit et communiqué de la bonne façon. Donc, un mix marketing approprié. Durant toute la session, on reviendra sur deux thèmes principaux. Tous les facteurs que l'on peut contrôler pour que ce projet réussisse et toutes les composantes que l'on ne peut pas contrôler. Et à travers tout ça, nous allons réitérer le modèle SWOT ou le modèle FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace, parce que beaucoup des opportunités et menaces qui se dégagent justement de l'analyse Pestel et Porter ne nous sont pas familiers dans ces pays. Donc, c'est cette appropriation de ces facteurs incontrôlables, mais qui déterminent comment on peut adapter ou standardiser notre mix marketing pour justement attirer cette clientèle. Donc, le plan de cours, évidemment, discute de ces grands objectifs et de l'approche et discute évidemment des méthodes d'évaluation que je décris ici. Donc, nous aurons deux examens plutôt, un examen intra, un examen final. Les deux auront lieu aux dates mentionnées et aux heures décrites aussi dans le plan de cours et sur Moodle. L'examen se fera sur Moodle et je vous donnerai plus de détails dans les semaines à suivre. Vous aurez à participer à des quiz hebdomadaires. Donc, à toutes les semaines, nous allons avoir des quiz. Donc, essentiellement, au début de chaque cours, nous allons revenir rapidement sur la matière du premier cours et à ce moment-là, je vais vous présenter un quiz à travers Zoom auquel vous répondrez et ces quiz ne seront pas notés en soi. Votre participation sera notée. Donc, il y aura 10 quiz et vous obtiendrez 1 point pour chaque quiz auquel vous aurez participé. Donc, j'ai un registre des gens qui ont répondu au quiz et à partir du moment où vous avez répondu, vous obtenez un point, peu importe si la réponse est bonne ou mauvaise. D'ailleurs, je m'attends à ce que la réponse soit mauvaise, sinon, pourquoi suivre le cours? Donc, c'est mon travail justement de vous apporter à la fin de session d'avoir 10 bonnes réponses si j'avais à vous les poser à la fin de la session. Donc, c'est votre participation qui sera récompensée. 30% pour le plan de marketing qui se décompose en fin de compte en 3 parties et qui sont détaillées non seulement dans le plan de cours, mais sur Moodle et pour lequel j'ai créé 3 vidéos distinctes qui peuvent se visionner à travers Moodle et sur YouTube. Et finalement, une présentation de votre projet de session à la fin, la fin du cours, à la fin de la session. Donc, je vous donnerai un peu plus de détails sur les tenants et aboutissants justement de ce pitch de vente dans les semaines à venir. Finalement, donc, pour finir en beauté, le projet de session. Donc, le projet de session nous amène à nous poser 5 questions très importantes. Okay? Donc, attention, ne vous mêlez pas ici. Donc, 6, c'est la 6e section de ce cours, de ce premier chapitre. Mais c'est les 5 décisions du marketing international. La première, évidemment, on commence avec pourquoi s'internationaliser. Alors, vous faites le tour, 2, 3, 4, 5. Et je vous les présente ici. Donc, 1, pourquoi s'internationaliser? Bien entendu, parce qu'on n'a plus de clients ici. On a une saturation du marché. On ne fait pas tellement de bébés ici au Canada. Et donc, on n'a pas espoir vraiment d'avoir une croissance fulgurante, particulièrement si on est dans une industrie qui est un peu en maturité ou un produit en maturité. Donc, on va chercher évidemment des opportunités ailleurs. Il va falloir étudier justement les risques inhérents ou les menaces inhérents justement au développement de ces marchés étrangers, particulièrement à la concurrence. Donc, pourquoi s'internationaliser? Il est entièrement possible que suite à cette analyse, une entreprise se regarde et se dise, je vais faire justement ce SWOT qui m'amène à établir mes forces et faiblesses, donc à travers particulièrement la chaîne de valeur de Porter que nous regarderons
assez régulièrement, et détermine que ces facteurs internes et contrôlables sont trop faibles pour s'internationaliser. Et donc, lors de la première session, lors de la première session, vous aurez excusez-moi, lors de la première partie du projet de session, vous aurez à déterminer quels sont les aspects positifs et négatifs, donc ces forces et faiblesses de l'entreprise, et lesquels devront être corrigés pour les entreprises qui cherchent à s'internationaliser. Une entreprise aussi déterminera les opportunités et menaces qui l'attendent et verra si elle est capable de combiner ses forces aux opportunités dans le marché externe. Donc, on reviendra justement à cette partie, mais ça concerne justement la première partie du projet de session. C'est l'analyse que vous devez faire. Dans le plan de cours, vous avez une date, si je ne me trompe pas, c'est la 6e, en tout cas vous regarderez, mais je pense que c'est le 6e cours, vous aurez à remettre cette première partie. Cette première partie se veut essentiellement une analyse SWOT. Et dans les PowerPoint qui n'incluent pas ma voix, vous pouvez cliquer sur ce vidéo et vous verrez une vidéo qui vous explique le projet de session. Ce vidéo aussi fait partie, elle peut être visionné sur Moodle et sur YouTube. Et vous avez aussi un document descriptif que vous pourrez télécharger. Donc, vous avez vraiment tout pour comprendre ce que vous allez faire dans cette première partie comme équipe. Donc, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est si on a décidé que oui, on a suffisamment de force et qu'on est capable de combler nos faiblesses et qu'il y a suffisamment d'opportunités malgré les menaces, là, vous comprenez un peu notre façon de penser ici. La question, c'est on s'en va où? Hein? Donc, pour déterminer quel pays serait le plus approprié, bien entendu, pour nous, ben, vous aurez à vous créer une genre de grille d'évaluation où vous aurez à soumettre 6 pays, et ces 6 pays que vous choisirez de façon aléatoire, dont 3 par contre doivent être des pays en voie de développement. Ces 6 pays vont être réduits à 3 à travers un processus assez simple, mais assez détaillé. Et dans les vidéos que vous voyez ici, vous verrez que vous aurez à remplir un fichier Excel. Ce fichier Excel vous permet, et vous verrez dans les vidéos, vous permet de déterminer quel est le pays le plus approprié dans lequel commercialiser vos produits. Ça, c'est la partie 2 du projet de session qui est due quelques semaines plus tard. La troisième partie du projet de session, bien, si vous avez décidé que vous allez vous internationaliser, si vous avez décidé que vous savez que oui, je m'en vais, que je sais où je m'en vais et qui je vais cibler, bien entendu, ben, vous devez décider, et que vous avez décidé, excusez-moi, je ne l'ai pas mentionné, mais vous devez décider quel va être votre mode d'entrée. Donc, est-ce que je devrais y aller? Donc, je vais peut-être revenir juste un instant ici. Okay, quel mode d'entrée? Si je décide d'exporter mes produits du Canada en France, devrais-je y aller seul? C'est-à-dire, est-ce que je devrais ouvrir une filiale à Paris, une filiale, un bureau, une usine en banlieue qui m'appartient, ou est-ce que je devrais aller en partenariat? Nous verrons qu'il y a des facteurs internes et contrôlables qui peuvent avoir évidemment un impact dans cette décision, comme par exemple, vous avez suffisamment d'argent pour le faire, et vous pouvez avoir des facteurs externes et incontrôlables comme des barrières tarifaires ou une méconnaissance du marché local, de la culture locale, qui peuvent peut-être vous contraindre à prendre un partenaire local. Donc, vous verrez que la vidéo vous en parle. Et dans cette deuxième partie du projet de session, donc vous devez décrire non seulement le pays dans lequel vous allez exporter vos produits, mais vous devez m'annoncer si vous allez quel va être votre mode d'entrée. Vous aurez aussi, comme vous le verrez, à me présenter des différences culturelles qui peuvent peut-être vous permettre, dont une bonne connaissance vous permettra justement de gagner le cœur des gens, la tête et le cœur des gens de vos clientèles, ou encore d'aliéner vos clients. Donc, on se donnera beaucoup d'exemples d'entreprises qui, face à une méconnaissance de la culture locale, ont dû fermer leur usine puis revenir dans leur pays. Donc, dans la quatrième partie, évidemment, si vous avez décidé d'y aller, vous savez où vous allez, vous savez que vous allez soit en partenariat, vous allez seul,
vous devez décider qu'est-ce que je vais commercialiser. Et on s'est déjà doté d'exemples comme McDonald's qui décide d'y aller et qui décide d'y aller en partenariat, entre guillemets, on va appeler ça des franchises, mais qui va adapter son offre de service. Donc, à vous, à ce moment-là, dans cette troisième partie du projet de possession, de me présenter les 4 P dans ce pays hôte. Donc, vous aurez à prendre en conséquence les forces et faiblesses de l'entreprise, les opportunités et menaces locales, incluant évidemment la demande dans le marché, bien entendu, et la compétition dans ce pays, pour déterminer quel est le mix marketing approprié. Et évidemment, ces vidéos sont tous présentes sur Moodle. Finalement, pour compléter justement ce chapitre, nous regarderons éventuellement aussi, nous étudierons également le B2B, donc la vente interentreprise, parce que très souvent, vous ne vendrez pas directement à des consommateurs, mais vous vendrez plutôt à des distributeurs ou des détaillants qui, eux, vendront à des consommateurs. Donc, ce sera important de comprendre ce qui anime ces relations avec des gens qui ne partagent pas notre culture. Et finalement, bien, évidemment, vous aurez à étudier, mais on regardera un petit peu comment avoir des filiales à l'étranger peut être une source de conflit en soi, aussi au niveau des relations de pouvoir. Okay? Et de la structure, quelle devrait être la structure organisationnelle à l'étranger. Donc, on se dotera de quelques exemples, des entreprises à succès, d'autres entreprises qui ont commis des erreurs assez importantes. Donc, finalement, pour revenir au plan marketing international qui se veut essentiellement notre projet de session, mais aussi toutes les lectures. Alors, on va étudier tout ce qui peut être l'interne, des facteurs internes, donc force et faiblesse, donc contrôlables. On va considérer les facteurs externes, donc les opportunités et menaces, donc incontrôlables. On va se prêter à une recherche d'informations, vous aurez à en faire, pour déterminer quels seraient les critères les plus appropriés pour choisir un pays dans lequel exporter nos produits. On appellera ça des indicateurs. Et dans ce pays, au-delà de choisir évidemment le mode d'entrée, quel devrait être le mix marketing en fonction de tous ces critères. Notre prochaine rencontre, évidemment, nous aurons à conclure, évidemment, l'organisation des équipes, ce que j'espère faire assez rapidement. Et vous aurez, pour le prochain cours, vous devez choisir une entreprise qui ne commercialise pas ses produits à l'étranger ou qui les commercialise de façon très limitée. Donc, admettons 1 ou 2 pays. Ou encore qui les commercialise dans peu de pays, mais vraiment juste par le marketing électronique, okay? Donc le e-commerce, donc sur Internet, si vous voulez. Je ne veux pas que vous choisissiez une entreprise qui a déjà une grande présence dans beaucoup de points de distribution parce que je ne veux pas que vous copiez leur plan de marketing. Donc, je réitère, une entreprise qui a une très petite présence ou pas de présence du tout à l'international. Donc, on va les accompagner. Vous êtes les consultants. Je préfère que vous choisissiez une entreprise canadienne, mais vous pouvez choisir une entreprise étrangère, tant et aussi longtemps que cette entreprise possède un site Internet en anglais ou en français pour que je puisse au moins analyser l'entreprise. Vous devez, dans un deuxième temps, donc tout de suite après, choisir 6 pays. 3 pays développés, donc la France, l'Angleterre, le Danemark, ou encore les États-Unis, et ainsi de suite, et 3 pays en voie de développement, donc les pays du BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, les pays émergents, vous avez une liste dans les PowerPoint. 3 et 3. Et essayez de choisir des pays qui ont une certaine... qui fit avec votre produit. Donc, si vous décidez de vendre des skidoo, peut-être choisissez pas l'Arabie Saoudite. Okay? Donc, vous continuez vos lectures de chapitres 2 et 3 et lors du prochain cours, on se dotera d'une révision qui va inclure un petit quiz en ligne et anonyme, mais auquel vous aurez à participer pour voir si on a saisi les éléments les plus importants. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'ai hâte de vous reprendre pour le prochain cours. Au plaisir.